Tony a été tourné à Martigues, avec les habitants de Martigues, à partir d'un fait divers de Martigues. Et ce film-là parle un peu de tout en substance. C'est-à-dire qu'il parle de qu'est-ce qui arrive quand Tony, le personnage principal du film, arrive à Martigues, qu'est-ce que ça sent, et ça vous verrez dans le film ce que ça sent, puisqu'ils en parlent au début du film. Et c'est quand même un film qui profile ce que va devenir Martigues dans les années à venir et jusqu'à nos jours. Tu vois ici, là. Quand on revoit le film, donc on l'a en mémoire, on se rend compte qu'il n'existe que quelques plans où on reconnaît Martigues. Alors la gare de la Vera, le viaduc ferroviaire de Caronte, l'église de Lille, le cimetière Saint-Joseph, le lavoir de Tholon, une carrière, et puis évidemment on reconnaît les bords de l'étang de Berre, donc des paysages de ces environs, mais on n'avait pas du tout identifié les lieux du tournage. Donc là, vous avez une image où on voit à peu près à quoi pouvait ressembler Martigues dans les années 1930. À la sortie du film, on regarde les articles de presse et ce qui ressort de la lecture de ces journaux, c'est toujours le fait divers. Finalement, on ne parle pas du film de Renoir, mais du film qui a été inspiré par un tragique événement. Et donc, on est vraiment sûr qu'il y a ce fait divers à l'origine. Donc c'est ce nouvel élément chronologique qui va nous permettre de réorienter nos recherches sur les années 1930 et non plus dans les années 34. Donc à partir du moment où on a trouvé le fait divers dans la presse, on a les dates des événements, celles du procès, du jugement et surtout le véritable nom des protagonistes. Notre vrai Tony s'appelait Enrico Marchese, Josefa Anna Catoni. Et les deux amants sont accusés d'avoir assassiné le mari, Venturino Giuliani, le 22 janvier 1930. Donc ils seront tous les deux jugés en janvier 1931. Et là, on est bien sûr de nous, c'est Jacques Mortier, le commissaire de Martigues, qui mène l'enquête. Il est né en 1894 à Paris, il va vivre à Nice. C'est un proche de Jean Renoir, et c'est son ami d'enfance. Ils se sont rencontrés à l'établissement catholique Notre-Dame de Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine et il va être nommé à Martigues, notamment commissaire principal sur le fameux fait divers qui va défrayer la chronique dans les années 30. Et ça, on l'apprend grâce à la biographie de Pascal Mérigeau sur Jean Renoir. Il est l'auteur de l'idée originale du film en vue de son roman Tony. Alors nous, dans les archives de la ville de Martigues, on apprend grâce au recensement de la population de 1931 qu'il vivait dans le quartier de Lille, sur l'actuel quai des Anglais, qu'il était le voisin direct de Louis Contencin. Alors Louis Contencin, c'est un médecin qui a laissé une empreinte à Martigues. Ça a été le conservateur du musée jusqu'à sa disparition en 1975. Et puis, bon, pour revenir à notre histoire, c'est un des médecins avec le docteur Granier qui va faire l'autopsie du mari qui a été assassiné. Et c'est également lui qui va s'occuper des enfants de la famille Giuliani qui sont malades au moment de l'enquête. Donc, sous le pseudonyme de Jacques Levert, le commissaire Mortier écrivait aussi des romans feuilletons dans le journal du Petit Marseillais. Il est également l'auteur de 2 romans policiers, Le Singe Rouge, grâce auquel il devient le premier lauréat du prestigieux prix du Quai des Orfèvres. Il serait, alors je dis bien il serait, aussi le filleul, en tout cas ce qui est sûr, et ça c'est son fils qui le dit dans un entretien, c'était l'ami de Jean Toussaint Sama,
qui lui était écrivain et petit-fils du fondateur du Petit Marseillais, qui a vécu 3 ans à Martigues au prieuré, et qui mettra en scène le commissaire Jacques Mortier, Jacques Levert, on ne sait pas, dans les enquêtes du commissaire Levert. Et en effet, le commissaire Levert, on le voit apparaître à plusieurs reprises dans ses romans, dont L'horrible mort de Miss Gilchrist, qui est lui aussi Grand Prix du roman d'aventure en 1932, et alors qui dépeint sur fond d'enquête policière et d'espionnage le Martigues des années 30. Donc Martigues, petite ville provençale, pittoresque, qui accueille des peintres et qui est en train de se transformer avec l'arrivée de l'industrialisation. Le 18 septembre 1934, Jacques Mortier reçoit des films d'aujourd'hui, donc la maison de production de Renoir et de Pierre Gau, la somme de 3 000 francs pour participation au scénario. Et, fait étrange, sur le reçu, Jean Renoir a rayé le mot « à compte » pour le remplacer par somme. Donc Jacques Mortier écrit à Pierre Gau au sujet de sa rétribution définitive. Ce dernier lui répond qu'il a vu un éditeur pour son manuscrit et ajoute « Grâce au film Tony, vous allez probablement voir votre roman édité ». Donc roman qui dans les faits ne le sera jamais. Hein. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un film. Alors maintenant, je vais passer la parole à Lucille Node, qui va vraiment vous parler du fait divers. Le 23 janvier 1930, vers 7h30 du matin, un jeune Espagnol du nom de Palazón Joaquín découvre dans le bois de Canto Perdri le cadavre d'un individu. Il s'agit de Venturino Giuliani, manœuvre italien qui a été mortellement blessé et touché par 2 balles d'un revolver de petit calibre. L'enquête commence. Elle est menée par M. Mortier, commissaire de Martigues, mais aussi par M. Carbonel, commissaire de la 9e brigade mobile de Marseille. On soupçonne rapidement Enrico Marchese, manœuvre italien, ami de la famille, et dont les rumeurs courent qu'il serait l'amant d'Anna Giuliani. Il est arrêté le 27 janvier 1930 car il avoue à la police, je cite, « Je reconnais avoir tué, le 22 janvier courant, le nommé Giuliani Venturino, suite à une violente discussion à Berre où il m'avait menacé d'un couteau. Je l'ai suivi dans le bois, déclara-t-il, et je l'ai tué, assez loin des habitations pour que personne n'entende les détonations. » Il explique aussi qu'il a caché l'arme et les balles dans son jardin. L'affaire semble simple et banale, un crime passionnel où l'amant tue le mari. Mais l'interrogatoire du jeune Raymond, 6 ans, fils du couple, remet tout en cause. Durant l'interrogatoire, l'enfant explique qu'il a entendu un coup de fusil. Et quand on lui demande qui avait le fusil, il répond « C'est ma maman, c'est pas papa ». Cependant, les réponses de l'enfant sont parfois incohérentes. Il revient même sur ce qu'il a dit. Le 31 janvier 1930, Anna Giuliani est mise en état d'arrestation. Enrico Marchese revient alors sur ses déclarations et soutient désormais qu'il est innocent et que c'est elle qui a tué son mari. Le soir du meurtre, Anna déclare que son mari a soupé et qu'il s'est rendu dans la forêt afin de couper du bois. Elle ajoute qu'elle ne sait pas dans quelle direction il est parti. Le corps de Venturino est retrouvé le long d'un chemin, une veste, une serpette, une petite corde juste à côté de lui. Ces éléments semblent corroborer l'interrogatoire d'Anna. Mais après autopsie du corps, il s'avère que Venturino n'a pas été tué sur les lieux où on a retrouvé son corps. Selon les explications d'Enrico Marchese, le soir du meurtre, à 9h, Anna Giuliani est venue chez lui et lui a dit qu'elle avait fait l'affaire. Elle a alors supplié de l'accompagner chez elle pour l'aider à transporter son mari. Ils ont alors attelé l'âne et ont transporté le corps sur le charton jusqu'à l'endroit où il a été retrouvé. Donc, vous pouvez voir le charton à l'écran. Une perquisition est aussi menée dans la maison des Giuliani. C'est une maison d'une pièce. Il n'y a qu'une porte et aucune fenêtre. Les meubles sont simples. Un lit de fer à sommier métallique, sans matelas ni couverture, et un lit de fer plus petit où il y a une paillasse de feuilles de maïs. Les enquêteurs notent la présence d'un trou dans un mur avec une balle de revolver au fond et une petite quantité de poudre blanche en dessous du trou. Après inspection, les policiers constatent que les meubles ont été déplacés.
C'est pourquoi ici, vous avez sur l'écran donc, deux plans. Vous avez dans un premier temps le plan où ils ont retrouvé en fait, les meubles qui ont été installés quand ils ont fait la perquisition et les meubles qui devaient être installés avant la perquisition. Grâce aux pièces du procès et à d'autres documents, on peut établir un petit peu le portrait des deux accusés. Donc, dans un premier temps, Anna Giuliani. De son nom de jeune fille, Anna Palmyre Catoni n'a pas une bonne réputation. On la décrit comme une femme volage, ayant une mauvaise conduite et une moralité douteuse. Toutefois, étant allée à l'école primaire, elle sait lire et écrire. En Italie, elle rencontre Venturino Giuliani, son mari. Arrivé en France en 1921, ils se marient le 26 novembre 1923 à la mairie de Martigues et ont deux enfants, Raymond, né le 24 janvier 1924, et Emma, née en avril 1926. Face à elle, Enrico Marchese, né le 2 janvier 1891 à Popoli, en Italie. Il est journalier et est illettré. Il aurait commis en Italie un crime politique pour lequel un de ses cousins aurait été injustement arrêté et condamné. Il se serait enfui en France en janvier 1924. Après un an de séjour à Marseille, il vient à Martigues avec sa femme Agata Colella pour rejoindre son frère aîné déjà résident, Gioacchino Marchese. Devenu veuf, sa vie se détériore et est jugé de misérable. Lorsqu'il reçoit sa paye, il s'adonne parfois à la boisson. Marchese fréquente les débits italiens, le bar Nassetti, bar du Canal, et chaque semaine, il va à la maison de tolérance à Martigues, dit Café de la Gaîté. Le 29 janvier 1931, le journal Le Petit Marseillais annonce le procès. Le procès se déroule sur 2 jours, le 30 et 31 janvier 1931. La cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône condamne Anna Catoni, veuve Giuliani, à la peine de mort. Il stipule que l'exécution aura lieu sur l'une des places publiques de la ville d'Aix-en-Provence. Enrico Marchese est condamné à la peine de 12 ans de travaux forcés et de 10 ans d'interdiction de séjour. Tous deux vont faire appel. Par décret, en date du 20 mai 1931, de Monsieur le Président de la République française, la peine de mort a été commuée en la peine des travaux forcés à perpétuité pour Anna. Le recours en grâce pour Enrico est rejeté. Grâce aux pièces du procès, on peut retracer le parcours des deux accusés après le procès. Ainsi, Enrico Marchese, accusé de complicité d'assassinat, est envoyé à la maison centrale de Fontevraud le 17 août 1931, où il travaille aux ateliers de construction de filets, avant d'embarquer le 9 septembre 1931 sur le navire La Martinière à destination de la Guyane. Enrico Marchese décède à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, le 7 janvier 1933, d'un excès pernicieux du palustre. Quant à Anna Catoni, veuve Giuliani, qui a été condamnée à la peine de mort et commuée en travaux forcés à perpétuité, elle est envoyée à la maison centrale de Rennes, puis celle de Saint-Malo en 1948, afin d'exécuter sa peine. En 1943, elle bénéficie d'une remise de sa peine de 20 ans de travaux forcés. Le 22 mai 1946, à la maison centrale de Rennes, le médecin écrit à son sujet « Son état de santé est très médiocre, poussée tuberculeuse ». Après de nombreuses remises de peine en 1946, elle est finalement libérée le 8 novembre 1948. Elle se rend alors en Italie pour retrouver ses 2 enfants. Ces derniers avaient été confiés durant l'enquête et le procès à l'œuvre de l'enfance délaissée à Mazargues à Marseille pour Raymond et à l'hospice de Martigues pour Emma. À la lecture de tous ces documents, on constate que les 2 accusés, d'origine italienne, sont décrits très péjorativement. Mais ce n'est pas une exception, puisque lors de mes recherches, j'ai trouvé d'autres faits divers locaux qui mettent aussi en avant l'origine des suspects, leur vie, leurs mœurs, leurs agissements. On présente également dans la presse l'attitude d'Anna, qui est considérée comme une femme de mauvaise vie. On a l'impression que tout l'accuse avant même que le procès ait lieu. L'ensemble de ces documents nous donne un aperçu de l'image négative qui était diffusée à l'époque sur cette population immigrée. Je vais maintenant redonner la parole à Maude pour vous expliquer les conditions de vie des immigrés à Martigues à travers ces 2 familles. Martigues, depuis l'ouverture de la ligne de chemin de fer en 1915, a vu plusieurs industries s'installer,
Donc on a Saint-Gobain et Kuhlmann à Port-de-Bouc en 1915, les établissements Vermain, L'Huilerie Savonnerie en 1922 à Croix-Sainte, la Société Générale des Huiles et Pétroles à La Vera en 1922 et la raffinerie de Berre en 1928. Et cette industrialisation, elle va vraiment avoir de profondes répercussions sur la composition sociale du territoire, puisque en effet, la population de Martigues, certes, va augmenter. On voit qu'en 1921, on avait 6304 habitants, qu'en 1931, 10 ans après, il y en a 9261 et qu'effectivement, la part des étrangers a augmenté, principalement celle des Italiens, mais également celle des Espagnols. Et puis, on voit apparaître quelques Grecs. Alors, il y a des moments où on voit aussi les Arméniens, donc des fois, on a des Turcs. C'est un peu difficile de s'y retrouver dans les nationalités. Mais c'est sûr, c'est que la population étrangère augmente. Et à ces chiffres-là, il faut aussi ajouter tous les étrangers qui travaillaient dans les chantiers temporaires. Et notamment en 1926, il y avait 313 étrangers qui sont répertoriés comme travaillant sur des chantiers temporaires. Après avoir lu les documents du procès, plus d'autres documents d'archives, on arrive à avoir une vision de Martigues et de sa situation, de la situation de sa population émigrée. D'abord parce qu'on se rend compte que chaque protagoniste travaille en effet dans les usines alentours qui viennent de s'installer ou sur le pourtour de l'étang de Berre ou le long du chenal de Caronte. Ils vivent tous à la périphérie de Martigues et ça, on le retrouve grâce au registre du recensement, donc dans les campagnes de Ferrières ou dans les campagnes de Jonquière. Et on se rend compte qu'ils habitaient dans un habitat très très précaire, qu'on peut qualifier de bidonville, avec évidemment des conditions de vie très difficiles. Donc dans les registres du recensement, 1926, on trouve 792 étrangers qui logent dans la campagne de Ferrières et 334 qui logent dans la campagne de Jonquière. Pour vous éclairer également sur les conditions de vie de ces immigrés, je vais revenir 2 minutes au livre de Jean Toussaint Sama en donnant une citation. Donc je cite « Des campements innommables les reçoivent ou des cités fort bien aménagées autour des usines lorsque celles-ci sont enfin construites et équipées. » Donc oui, les quartiers de La Vera et de Croix-Sainte sont en pleine expansion, en tout cas en construction, mais il a bien fallu loger tous ces ouvriers qui arrivaient pour travailler. On peut également appréhender la condition de vie de ces ouvriers grâce aux interviews de Jean-Marie Lamblard. Et je terminerai par cette citation de Jules Aubert, donc, qui date de 1979. Quand on a tourné Tourny, j'avais à peu près une douzaine d'années. Et Tourny se tournait dans la campagne, de l'autre côté de la route, face au lycée Langevin, dans ce qui est maintenant un Canto-Perdrix Barboussade. Et alors un jour, je dis à ma grand-mère « Mais je voudrais aller voir tourner le film. » Et je vais là-bas. Je suis restée suffoquée de voir qu'en fait, là-bas, dedans, il existait une espèce de ghetto, un Martigues 2, peuplé de Siciliens, de Calabrés, d'Espagnols, qui étaient d'ailleurs répartis par quartier et qui étaient ignorés. Et pourtant, les petits, je les voyais tous à l'école. Ils vivaient où, ces gens? D'ailleurs, dans le film, on les voyait, ils prennent des chemins. Voilà, dans le vallon de ce qui s'appelle maintenant Canto-Perdrix Barboussade. C'était des masures, des cabanes, avec des toits ondulés avec des pierres sur les toits pour le Mistral. Ils vivaient d'une façon très précaire. Je savais que les petits, ils étaient de Ferrières, de la Vierge. Je savais qu'ils n'étaient pas riches, parce qu'ils avaient la musette qui n'était pas pleine de pièces. Je savais que de temps en temps, tu lui donnais une pomme, quelque chose, je le savais. J'avais jamais imaginé leur vie. Ça me rappelle un peu quand je regarde les films contre les Juifs et je dis, moi à l'école, j'ai vécu cette période et jamais j'ai connu l'existence des camps de concentration anti-juifs. Buchenwald, je l'ai connu en 1946 quand les Américains ont libéré les camps, mais jamais avant. Là, c'est pareil. Je l'ai connu quand je suis allée voir tourner Tony et ça m'a abasourdi parce que j'étais à 100 lieues d'y penser. Parce que pour moi, les petits,
Quand j'allais à l'école, ils devaient avoir des maisons comme moi. J'avais simple, bien sûr, sans cabinet, mais des maisons, alors qu'eux vivaient dans des bourbies. Et d'ailleurs, Renoir le montre, il n'y a qu'à regarder le film pour s'en rendre compte. Et là, effectivement, quand on regarde la photo de la maison des Giuliani, on se rend compte de leur situation. Donc je vais laisser la parole à Sophie, qui maintenant va nous parler des paysages. Je vais vous faire un petit exercice. Donc voilà le document que Lucille a trouvé. Et moi, bon, j'ai l'habitude des plans, hein, c'est mon métier. Et à partir des éléments de ce document, du repérage de Tholon, du repérage du prieuré et du tracé, j'ai cherché sur les cartes aériennes de géoportail que l'on trouve dans les années 30. Et j'ai retracé, j'avais le plan à côté, et j'ai repositionné tous les parcours. Et donc, en superposant avec ce qu'est Martigues aujourd'hui, on arrive très exactement à voir le lieu du crime. J'ai fait une relecture du film à la suite de la demande de Sylvie. Et en fait, j'ai utilisé une méthode un peu particulière qui a été celle de repasser le film, et non pas pour l'histoire, mais pour essayer de voir à travers ce film quels sont les paysages de Martigues d'aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai donc photographié pratiquement toutes les scènes où il y avait un changement de paysage. Et en travaillant à partir de l'aquarelle selon une méthode très très rapide, c'est-à-dire que le dessin doit durer 2 minutes, et en le colorant, j'ai remis en scène en fait les paysages que vous avez aujourd'hui sous les yeux. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir à la fois que les paysages de Martigues n'ont pas tant changé que ça, et puis on va voir dérouler par thème. Là on est donc sur le thème de l'arrivée. Donc la manière dont je vais vous présenter ces fragments, ces paysages, ces petites aquarelles, j'ai regroupé par thème. Donc là on est sur le thème de l'arrivée, de la gare. On a la descente, vous savez, la Seine pour ceux qui connaissent, ce que ça sent ici, ça sent le pétrole, non ça sent le boulot, quand même fondateur de ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce qui m'a valu, quand j'ai présenté ces dessins à un collègue de travail, Simiakos, il m'a dit « Sophie, tu as dessiné mon grand-oncle, mon grand-père et encore une troisième personne ». Donc, ce qui veut dire que pour filmer les immigrés italiens, Renoir avait choisi aussi des immigrés grecs. Autre scène où on est sur le viaduc, et bien là on a Tony et on voit le port minéralier derrière. Tony court. Donc moi, j'efface les personnages pour chercher ce qui, dans le travail de Renoir, nous donne à lire le Martigues tel qu'il est aujourd'hui. Pour le moment, quand on pense que ça a été tourné donc en 1933 et que ces images, vous pourriez les faire quasiment aujourd'hui, j'ai trouvé ça quand même assez incroyable. Voilà l'autre scène, donc Anthony, enfin voilà, je ne vous dis pas dans quoi, mais vous voyez au fond les bâtiments ex-Vermac, aujourd'hui à côté, le silo n'est pas visible, il est caché. On voit les bâtiments avec la fumée. Et le monde de la carrière, ben on est sur la carrière Mazet, donc on est toujours sur une carrière active, la carrière Montero, qui est à côté de l'usine de la Med. Alors ça m'avait d'ailleurs intriguée, c'est que les discours sur le monde du travail en transformation, il y a 2 moments dans le film où on les retrouve. On les retrouve donc au début, quand les familles, est-ce que tu crois qu'on serait heureux ici? Et oui, on serait heureux, rien qu'à voir le nombre aujourd'hui de familles qui sont issues espagnoles, italiennes, grecques, et qui ont fait souche à Martigues. Et un autre moment, c'est quand le grand-oncle, l'oncle de Josefa espagnol, est en train de décrire le monde qui est en train de se fabriquer. Et il est persuadé qu'on va vers la modernité, que c'est un monde en changement et que c'est un monde qui va vers le meilleur. Et je trouve que c'est une vision d'avenir de ce qui est devenu Martigues et de l'essor qu'a pris la ville, qui est quand même aussi assez incroyable de la part d'un metteur en scène qui est venu travailler pendant 2 mois sur notre territoire. Ce qui apparaît et qui corrobore l'analyse de Maud sur la vie des immigrés à Martigues, c'est qu'en fait la ville ne leur appartenait pas, ils étaient là au moment de la mort, donc ça c'est un enterrement.
au moment du mariage. Donc les temps, il y a deux, voilà. Le moment où on décrit le Martigues mythique Venise provençale dure très exactement 30 secondes, même pas. Donc j'ai eu un mal fou à capter avec mon appareil pour pouvoir dessiner derrière. Donc moi, la mise en couleur permet de prendre du recul par rapport au film et de se prendre nos propres souvenirs des lieux que nous connaissons. Là, on est sur le cimetière Saint-Joseph. Le cimetière, vous voyez au fond, le blanc, c'est celui de la carrière Gantero. Donc le cimetière Saint-Joseph, la partie haute, est exactement dans la même posture par rapport au territoire de la ville ancienne. Et bien entendu, le lavoir de Tholon, dans lequel lave avec un beau savon de Marseille, il y a une marinière rayée. On vient de le restaurer, donc il n'a pas changé non plus fondamentalement. Et le mariage, j'ai retrouvé même exactement les mêmes pièces montées que l'on peut trouver aujourd'hui dans n'importe quelle pâtisserie. Donc c'est quand même incroyable, dans une ville où il y avait 9000 habitants, on est à 48 000 aujourd'hui. Ce film a été tourné sur un sujet qui traite de la question des immigrés et les paysages sont quasiment les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc on va retrouver alors les paysages ruraux, bien entendu que les lieux du film ont été urbanisés. Mais si vous vous placez à certains endroits en vous baladant du côté de Figuerolles, vous allez les retrouver, ils sont toujours là. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas obligatoirement de savoir si on a construit à l'endroit où on a filmé. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que Martigues a conservé encore la mémoire de sa ruralité. Alors là, vous voyez la présence de l'étang de Berre qui apparaît systématiquement avec les chemins qui s'ouvrent sur l'étang de Berre, puis les chemins fermés avec la promenade d'un charton et donc les deux héros, puisqu'en fait les héros ne m'intéressent plus, il n'y a que Martigues qui m'intéressait, vous avez bien compris. Donc l'histoire, c'est vous qui allez la reconstituer. Et on va arriver à la question, alors qui est peut-être une question à laquelle je n'avais jamais réfléchi, c'est les maisons des femmes. C'est-à-dire qu'on parle pour moi de Tony, et je l'avais vu plusieurs fois, c'était le viaduc ferroviaire, Tony, et puis le drame, voilà, etc. Mais les femmes, franchement, elles me semblaient très en retrait. Et en fait, je me suis intéressée aux intérieurs et extérieurs des maisons des femmes. Donc on a Josépha et Marie. D'un côté, la maison pour Josépha, le mas provençal. Il y a un exemplaire qui ressemble encore un petit peu, qui est la maison qu'on va restaurer à Figuerolles, avec un peu différemment, on est dans la même posture. Mais vous voyez quand même là, la maison choisie par Renoir est d'un niveau au-dessus, c'est pas un gourbi du tout, c'est une maison rurale. L'extérieur de la maison de Marie, alors là on est sur une maison moderne, on est dans les années 30, mais on voit qu'il y a un réservoir à eau, donc il y a déjà, vous allez voir l'intérieur, c'est aussi, Marie est logeuse, donc elle loge des hommes qui travaillent dans le secteur, mais on est toujours dans cette posture entre la colline Notre-Dame-des-Marins et l'étang de Berre. Autre élément avec la table à l'extérieur, les vélos, voilà. Et l'intérieur de la maison de Josépha, alors évidemment j'ai effacé tous les personnages pour regarder tout ce qu'il y avait dans l'entourage de cette maison qui me semblait intéressant pour parler de nos intérieurs des Provençaux au début du siècle. Donc là on voit la scène, vous voyez la lampe à l'huile, un petit peu comment il a fallu que je les pousse aussi les messieurs pour arriver à voir la gargoulette, l'élément en cuivre. Et on a en fait, il y a beaucoup de petites choses, mais comme c'est un film qui n'est pas centré sur cette question des intérieurs, on ne les voit pas. Là, on a cette manière de monter ce type d'escalier. On est aussi dans alors évidemment, on les mettait en couleur, je leur donne une autre histoire qui devient la mienne. C'est plus je m'éloigne, je fauche un peu à Renoir. En fait, Sylvie racontera tout à l'heure exactement ce qui s'est passé pour cette maison-là. On arrive sur l'intérieur de Marie, vous avez vu à l'extérieur avec son réservoir d'eau. Là, on est sur une cuisine carrelée. C'est quand même toile cirée, tout ça est c'est propre, c'est clean. Là, alors là, c'était très étonnant parce que en travaillant avec mon appareil, donc j'ai dessiné à partir d'une image qui est celle du film. Donc on voit le lit en liton, vous voyez un peu le système qu'on a en rotin là, pour tous les petits détails, les petits napperons, tout ça. Je n'ai fait que dessiner ce que je voyais. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a presque l'impression que Renoir a eu, enfin déjà à partir de ce type de référence,
a eu accès aux photos du procès parce que la photographie, parce que quelque part il y a un photographe qui a travaillé, est quasiment équivalente avec la photo. Alors que j'ai dessiné, on n'avait pas encore trouvé, à ce moment-là on ne travaillait que sur le paysage, on n'avait pas encore trouvé toute l'histoire vraie. Donc je vous ai mis à côté le vrai lit de l'histoire, je ne vous raconte pas parce que vous savez tout par cœur maintenant. Voilà, donc j'ai regroupé un peu ces images par thème, donc voilà, pour que vous repreniez un peu le fil de mon cheminement, qui est en fait celui d'être devant un constat assez incroyable d'un artiste qui a travaillé sur un territoire, qu'il a donné à lire et qui a carrément anticipé sur ce que ce territoire allait devenir, puisque l'ensemble des sites et des différents, je dirais, sites filmés par Renoir sont des sites qui nous parlent aujourd'hui. C'est-à-dire Martigues, on va dire, oui, je vois Martigues. Bon, le pont en fer, d'accord, il est parti, vous l'avez vu, c'est le seul, celui-là qui a disparu. Voilà, sur la question des paysages, en fait, 95% des scènes se passent dans la campagne. C'est qu'effectivement, les immigrés étaient relativement peu acceptés en ville et n'étaient pas connus à part pour aller à l'école, comme on l'a vu dans le discours. Donc il a repris et il a utilisé de manière magistrale la beauté des paysages. Donc on est vraiment dans le paysage du film et dans le paysage de l'histoire. Et puis que la richesse et la complémentarité entre ces deux univers féminins, Marie et Josépha, donc je ne peux pas vous parler des femmes parce que je ne veux pas vous parler du film pour ceux qui ne le connaissent pas, mais j'ai trouvé très intéressant de mettre en parallèle une maison moderne et une maison rurale traditionnelle avec toutes les pratiques traditionnelles qu'on a autour et à l'intérieur, en parallèle toujours, la maison de Marie en rez-de-chaussée, l'autre avec son étage et la multiplicité de références du monde, je dirais modeste quand même, mais quand même qui n'a strictement rien à voir par contre avec ce qu'on nous a raconté du procès, c'est-à-dire que là dans le film de Renoir, il n'est pas allé dans le sordide, il a essayé de faire passer un message tout en utilisant des maisons qui étaient des maisons parfaitement confortables à habiter et qui avaient quand même un niveau je dirais, un niveau d'abord de l'espace et des conditions de vie normales. J'ai trouvé que c'était intéressant, que ça nous racontait notre histoire à nous, de ce que Renoir a fait sur Martigues, et on a été, voilà, c'était une aventure collective, puisque chacun a essayé dans son domaine de travail de faire avancer la connaissance aussi sur le territoire. Et ce film permet de nous faire avancer aussi sur la connaissance des paysages de Martigues. Je me nomme Georges Bonchamp. Je suis né en 1924, j'ai donc près de 90 ans, et j'avais 10 ans lorsqu'on est venu à Martigues filmer l'événement qui s'était produit 3 ans avant. Et ce meurtre, bien sûr, avait en quelque sorte été très retentissant dans la ville, parce qu'une ville de 6 000 habitants dans laquelle il y avait un meurtre, je dis 6 000 habitants parce qu'il y en avait peut-être 10 000 en comptant les écarts, Croix-Sainte, La Couronne, Carreau, Saint-Pierre, Saint-Julien, mais dans Martigues intramuros, il n'y avait que 5-6 000 habitants. Alors c'est le commissaire Mortier qui avait enquêté sur ce meurtre, et il était lui-même l'ami de Jean Renoir, du cinéaste Jean Renoir. Et ce commissaire Mortier, il a écrit à son ami Jean Renoir et il lui a dit, tu sais, il se passe des événements ici, il y a une très importante immigration et il y a eu un meurtre
qui était assez particulier. Jean Renoir est venu, a inspecté un petit peu les alentours, et a dit, oh, on pourrait faire quelque chose là-dessus. Il fallait une maison où l'immigrant allait habiter chez une logeuse. Il fallait donc une maison qui soit assez importante, au point de vue logement, au point de vue accueil, là où j'habitais, moi. Et il fallait la maison aussi de là où allait habiter le fameux Albert et sa femme, Josépha, qui était une maison alors plutôt de campagne, une masse traditionnelle. Et on a choisi, curieusement d'ailleurs, je ne sais pas comment, la maison des Pérez, des parents de mon petit camarade. J'avais 10 ans, il en avait 12. De notre maison, nous apercevions l'étang et nous entendions les pêcheurs qui parlaient dans l'étang. Ça donne une idée du calme qu'il y avait à cette époque-là. En fait, on n'a pas beaucoup déménagé, on a remplacé ce que nous appelions notre salon, en quelque sorte. On a mis un grand lit. Puis pour le reste, on a pris la bicyclette de mon père, notre buffet. Dans le film, on voit tous mes meubles et tout mon ustensile. Il y avait aussi un régisseur, là, Monsieur Gau. Alors ce paiement, ça a été une grosse dispute, parce que mon père, il voulait me donner, mais ma mère qui était... Elle dit, oh non, Monsieur Gau, je ne sais pas combien il a donné. 30 francs, peut-être 40. Et il y a eu un troisième lieu de tournage. C'était le grand immeuble au départ du pont de Jonquière, où il y avait ce qu'on a appelé les Lamoulaires. C'était vide à ce moment-là, complètement vide. Et là, ils avaient reconstitué les décors. C'était à s'y méprendre, hein. Il devait être un bon artiste qui faisait ça. Les décors de la maison des Pérez. Alors, un certain nombre de scènes, ils les ont tournées dans ce bâtiment, au premier étage. Il y avait donc Jean Renoir, il y avait l'opérateur de prise de vue, il y avait l'ingénieur du son qui s'appelait Monsieur Bardis, il y avait la script girl qui s'appelait Mademoiselle Marguerite, qui est devenue son épouse par la suite. Alors le photographe, Roger Corbeau, c'était un photographe de grand talent. Il a fait toute une exposition et il est mort le jour de l'exposition. Il avait dans les 100 ans d'ailleurs à ce moment-là. Et Roger Corbeau, pour remercier mes parents, lui a dit, bon ben je vais vous faire photographier vos enfants. Il nous a photographiés en plein air. Alors ma mère nous peignait, mais Roger Corbeau dit non, je veux qu'il soit complètement naturel. Alors on nous a emmenés dans la campagne un peu à côté. Il y avait une Mistral de tous les diables ce jour-là, et il nous a photographiés. Alors il y avait Blavette, il y avait Delmont, il y avait Albert, je ne savais pas son nom. Je sais que Albert, c'était un Parisien et Josépha, c'était une Mexicaine. Albert était un peu royaliste, lui il disait toujours que les rois, finalement. Et Josépha, c'était une Mexicaine qui était révolutionnaire, qui avait fait la révolution quand elle était toute jeune, avec les républicains mexicains. Et à table, ils se disputaient parce qu'ils mangeaient quelquefois avec nous, ces gens-là. Les cinéastes, les techniciens habitaient à l'hôtel Sainte-Anne et les artistes à l'hôtel Pascal. Alors ils discutaient de leurs menus respectifs. À chaque scène, il y avait donc Renoir qui s'adressait « Ça va pour vous, Monsieur Bardis ?» Alors M. Bardis disait ben, « J'ai entendu un bruit ». Alors on recommençait la scène. Il y en a une qui a été recommencée 8 fois. Cette scène, elle a été tournée le soir, dans la colline, j'y étais.
Mais il se trouvait que quand j'allais à l'école, moi je disais à mes camarades, ben, chez moi il y a les cinéastes. Alors ça attirait un petit peu, et mon petit ami disait la même chose dans sa classe. Alors les Martégots sont venus. Alors il en est venu 2, il en est venu 3, et puis il en est venu 40. Et ce soir-là, cette nuit-là, en pleine nuit, il en est venu un nombre tellement que toutes les fois il y avait un bruit. Tant et si bien que Blavette, il s'est levé, il a dit, mais enfin, c'est notre travail, nous, c'est notre gagne-pain. Alors bon, ça, mon père a pris une grande corde, il a tourné, il a entouré les pains pour dire de faire une limite. Il y en a eu une scène où elle est couchée dans mon lit, là, où elle est emmitouflée. Et je me souviens que Renoir était venu nous emprunter une couverture pour ça. Parce que, soi-disant, elle va se noyer. Elle va se suicider par noyade, dans l'étang. Alors ils étaient partis du côté de Figuerolles, là-bas, pour la faire noyer. Et là, il ne faisait pas chaud ce jour-là. Et il était venu chercher, parce que dans le film, on ne le voit pas, mais en réalité, ils l'ont foutu à l'eau. Et ils sont venus chercher une couverture à la maison pour la couvrir. L'éclairage, j'ai été surpris par le nombre des réflecteurs qu'ils mettaient. C'était des grands cercles d'environ 1,20 m à 1,50 m de diamètre, recouverts d'une plaque réfléchissante, de l'aluminium, ça devait être de l'aluminium, et il y en avait peut-être 7 ou 8. Il y a une scène particulière, la première, où dans les premières scènes, il y a eu le mariage. Les 2 mariages en même temps, le repas. Alors, il y avait tous les acteurs, bien sûr, il y a eu les cinéastes, les techniciens, et il y avait 2 pièces montées. Mon frère et moi, nous y avons participé en quelque sorte. On était des acteurs, des figurants là. Mon frère, on le voit, moi, on ne me voit pas. Dans le tournage, le travelling a fait un arrêt sur mon frère, mais il n'est pas allé assez loin pour qu'on me voie, parce que j'étais un peu plus loin. Alors après le tournage, même avant la fin du tournage, Renoir, mon père et le commissaire Mortier se sont attablés 2 ou 3 fois dans la maison et ils ont parlé. J'ai appris comme par cette conversation, parce qu'on écoutait avec ma mère, nous envoyait coucher, mon frère et moi, mais à travers la cloison on entendait. Et Renoir a expliqué qu'il avait été blessé pendant la guerre de 14. Et il avait été blessé à la jambe, à la cuisse. Et le chirurgien qui était là lui a dit, Renoir, il a regardé le papier, Renoir, vous êtes parent avec le peintre? Et bien sûr, c'est mon père. Ah, c'est votre père. Bon, ben on va essayer de vous sauver la jambe alors. Ça m'a marqué, ça, vous comprenez? C'est un événement exceptionnel qui s'est passé dans mon existence. Ça va pour vous, monsieur Bardis? Je ne suis pas un bon acteur, moi. Un de mes amis, un de mes très très bons amis, était commissaire de police aux Martigues. Il m'avait raconté l'histoire de Tony. Une histoire extrêmement triste, extrêmement prenante, extrêmement vraie, et une histoire qui de plus se passait dans ce milieu d'ouvriers internationaux des Martigues qui est tellement passionnant. Et la peinture de ce milieu me permettait d'insister sur une théorie qui m'a toujours été chère, à savoir que les hommes sur cette terre ne se divisent pas en nations, mais se divisent peut-être en catégories de travail. C'est ce que l'on fait qui est notre véritable nation. Donc, avec mon ami, nous sommes allés visiter tous les lieux où Tony avait vécu, où il avait aimé.
Et il a refait son enquête pour moi et peu à peu l'histoire s'est bâtie dans mon esprit. Il m'a établi un petit résumé des faits et je suis partie de ce résumé et j'ai donc écrit Tony. Excepté que nous savons aujourd'hui que cette collaboration a été beaucoup plus étroite que ce que le patron a bien voulu dire. N'oublions pas que Tony est d'une part le premier film français à traiter de l'immigration en France, oui, je viens de le dire, et d'autre part qu'il est considéré comme l'un des films précurseurs du néoréalisme. Je rappelle que le néoréalisme est un mouvement cinématographique italien qui est né pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis les repérages jusqu'au montage, Renoir a travaillé sur Tony d'août 1934 à janvier 1935. C'est une œuvre clé dans la carrière de Jean Renoir, une expérience qui est due au fait d'un tournage en décor naturel, avec, je cite, des paysages enchanteurs, une prise de son direct, ce qui fait la différence là avec le courant néoréaliste. Je cite Jean Renoir, « Avec Tony, j'ai beaucoup appris. Ce film m'a communiqué le courage nécessaire pour tenter de nouvelles choses dans des directions différentes. » Pierre Gault, c'est un amateur d'art et de peinture et donc ami de Jean Renoir. Leur correspondance montre qu'ils sont restés proches jusqu'au dernier jour du cinéaste, qui, je vous le rappelle, est décédé en 1979 en Californie, à Beverly Hills exactement. Je cite Pierre Gault. En 1920, je fis connaissance de Braque, Picasso, Derain, Matisse et Bissière. Je devins leur ami, ils me firent connaître Jean Renoir. En 1934, ayant pu rassembler quelques fonds, environ 500 000 anciens francs, nous décidâmes, Renoir et moi, de faire un grand film. Mais le devis que nous établîmes se montait à 1 million. 500 000 nous faisaient donc défaut. Sur les conseils de Jean Renoir, j'allais trouver Marcel Pagnol. Vous avez, lui dis-je, un dialogue qui charme le spectateur. Renoir, lui, a le don de réaliser de magnifiques images. Pourquoi ne pas allier vos deux talents ? Le 16 juillet 1934, Pierre Gault et Jean Renoir fondent la nouvelle société de production Les Films d'aujourd'hui et contactent Marcel Pagnol. Le tournage à Martigues est la raison première de ce rapprochement. Je rappelle qu'à cette époque, Marcel Pagnol est un cinéaste indépendant. Il est producteur, distributeur, il est propriétaire d'un laboratoire de développement de pellicules et d'un studio. Le contrat d'association entre les deux va être signé le 16 octobre 1934. Pierre Gault, sur le film, est donc le directeur de production. Jean Renoir et Karl Einstein vont écrire le scénario. Quelques mots quand même sur Karl Einstein, parce que c'est assez important. Ce dernier est un ami commun à Pierre Gault et à Jean Renoir. C'est un écrivain allemand, un découvreur de l'art africain, un théoricien majeur de l'art moderne, et c'est aussi le cousin d'Albert Einstein. Il exerce une médiation culturelle de premier plan entre la France et l'Allemagne et devient en 1929 le cofondateur avec Georges Bataille, Jacques Rivière et Michel Léris de la revue Document. À noter aussi sur le plateau la présence de Claude Renoir à la photographie. Au montage, encore un nom qui n'est pas anecdotique, celui de Marguerite Houlet, dite Marguerite Renoir, qui, même si elle n'était pas mariée avec Jean Renoir, elle était sa compagne, ils sont vécus ensemble une dizaine d'années, elle était aussi sa monteuse attitrée, et c'est par son intermédiaire, donc c'est pour ceci que je la cite, que Jean Renoir fait la rencontre de Maurice Thorez. Si on revient sur l'interview de Georges Monchamp, quand Renoir interpelle Monsieur Bardis, vous vous souvenez ? Donc son vrai nom, en fait, c'est Monsieur Bardis-Bagnan. Et le fameux décorateur qui a travaillé sur le 3e lieu dans les intérieurs, et ça c'est une nouveauté, personne ne le savait, on vient de le découvrir en faisant ses recherches. Donc ce fameux décorateur qui était très doué s'appelait Léon Bourrelli. Concernant les acteurs, Fernandel est pressenti pour le rôle de Tony, mais il ne pourra pas se rendre disponible. Puis ce sera le tour de Georges Flamand. Donc Georges Flamand, c'est le proxénète dans La Chienne, le film précédent de Tony. Mais ce dernier ne va pas correspondre à l'attente de l'interprétation d'un personnage italien. En fait, ce qui est important de dire dans le casting, le choix des acteurs, c'est que c'est le choix des acteurs, ce casting a été très influencé par Marcel Pagnol. En effet, Andrex, qui interprète le rôle de Gaby, Édouard Delmont, qui est Fernand, et Charles Blavette, sont des acteurs marseillais qui ont déjà tourné pour Marcel Pagnol dans Jouffroy et Angèle. Et même Roger Corbeau, le photographe de plateau, a fait ses débuts avec Marcel Pagnol.
Jenny Elia, juste quelques mots, qui est Marie, qui interprète le rôle de Marie, est une actrice marseillaise aussi. Elle est enterrée d'ailleurs à Marseille. Alors elle n'a jamais tourné avec Pagnol, mais elle a été repérée par lui dans Tartarin de Tarascon de Raymond Bernard. Il n'y a que 2 acteurs qui ne font pas partie du réseau Pagnol. C'est Célia Montalvan qui interprète le rôle de Josefa, donc l'actrice mexicaine. Alors, par pur hasard, elle envoie une photographie d'elle à Pierre Gau, d'une salle à Mexico qui s'appelle le Teatro Comico, où son nom apparaît en première. Jean Renoir et Karl Einstein la rencontrent et ils sont ravis et donc lui font signer son premier contrat. Max Dalban, donc Albert, lui c'est l'unique acteur qui a tourné avec Renoir, qui fait partie de son réseau, qui est un proche, c'est un de ses acteurs fétiches. François Truffaut donne à réfléchir sur le choix de Dalban dans ce film-là. Il écrit d'ailleurs un article dans les Cahiers du cinéma, dont voici un tout petit extrait. Derrière chaque geste de Dalban dans le rôle d'Albert, il est aisé de reconnaître Renoir, un Renoir qui se caricature en dirigeant un sosie dodelinant. En effet, si on compare Jean Renoir à Max Dalban, enfin, vous le verrez dans le film, vous allez voir des points communs sur la stature, sur la rondeur de son visage, sur son accent parigot, sa diction même. Donc, le tournage a commencé le 27 septembre 1934 et fut terminé au bout de 2 mois, exactement le 27 novembre de la même année. Je cite Pierre Gau. « Nous travaillons de 6h du matin à 16h, sans nous arrêter à midi, et le soir, lorsque nous ne tournons pas de scène de nuit, nous préparons le travail du lendemain jusqu'à 23h. » Dans la vie comme à la scène, il existe peu d'affinités, effectivement, entre Célia Montalvan et Max Dalban. D'ailleurs, Max Dalban souhaite régulièrement remonter sur Paris. Jenny Elia, malgré la couverture de la famille Monchamp, va souffrir d'une grave pneumonie pendant le tournage, après son bain dans les temps de Berre. Et Michel Kovacevic, qui est donc l'acteur qui interprète l'oncle Sébastien, manque un tout petit peu de sérieux et signe une promesse le 12 novembre. Je cite « Je donne ma parole d'honneur que je ne boirai pas d'alcool pendant 8 jours. J'autorise monsieur Gau à me faire fiche au violon si je ne me tenais pas parole. » Ce qui m'emmène à l'avant-dernier chapitre, Jean Renoir et son lien à Martigues. Premièrement, les rushs étaient visionnés au Palace, donc le Palace qui appartenait à monsieur Mangoni. Deuxièmement, les commerçants et les artisans ont participé chacun à leur manière et sont devenus les fournisseurs des gens de cinéma, entre guillemets. Jean Renoir fait par exemple appel à plusieurs reprises au tailleur Angelin Gianetti, à la pâtisserie Santa Susana pour la préparation des 2 pièces montées que l'on voit lors de la séquence du mariage. Les moments de repos et de convivialité se vivaient à l'hôtel-restaurant Pascal, comme nous l'avons vu, qui était alors appelé la réserve de poissons vivants, où l'ambiance est apparemment très chaleureuse. Les factures de M. Pascal sont très nombreuses à la Cinémathèque française. Je n'en ai retenu qu'une qui s'élève à hauteur de 2854 anciens francs et qui se termine par ces jolis mots « avec mes meilleurs souvenirs ». Les figurants et musiciens étaient originaires de Martigues, Port-de-Bouc, Saint-Mitre-les-Remparts et Marseille. Des noms de famille sont apparus, donc Escavis, Gabriel, Garcia, Signacos, Castagnola, Mille, Ressiguier, Jacques Floquet, donc Jacques Floquet qui est l'enfant, le bébé qu'on voit dans le film, l'enfant de Josefa et Albert. Il est surprenant de voir de quelle manière Jean Renoir s'est inspiré de la réalité. Certes, l'histoire est romancée, mais l'on retrouve dans le film une série de détails de l'affaire Giuliani. La documentation fournie par Maud, donc, qui est lucide, me permet d'affirmer que Jean Renoir a utilisé des informations judiciaires. Ces détails ont permis la construction des personnages, la transcription des lieux et l'utilisation des paysages. Donc, afin de justifier mes propos, je vais vous citer quelques exemples. Le premier, qui est donc la seule trace, c'est la scène du Charton, cette photo. Je dis la seule trace parce que c'est la seule photo, la seule preuve qui nous reste du premier montage du film. La version de 1935 durait 1h52 minutes. La version actuelle, et que vous allez voir ce soir, dure 1h25. Apparemment, les coupes auraient été effectuées peu de temps après la sortie du film, car le film ne plaisait tout simplement pas au public.
Même si les critiques cinématographiques sont plutôt favorables, le film est un échec commercial. Il ne présente pas de vedette, il n'a rien à voir avec le film provincial qui est annoncé dans la presse, le film Pagnol, et surtout c'est un film qui est très sombre. Pour les raisons que je viens de citer, et selon Renoir, la scène du charton aurait été coupée à son insu avec l'accord de Marcel Pagnol et Pierre Gau, accusation niée par ce dernier. Je cite Jean Renoir. La scène qui nous avait le plus excité d'Antony et que nous étions efforcés de reproduire telle qu'elle s'était passée dans le vrai drame de la vraie vie était le transport du corps du mari sur un charton tiré par une épouse meurtrière. Ce charton était chargé de linge dissimulant le cadavre. Les charbonniers corses dont il reste quelques traces dans le film avaient accompagné cette voiture mortuaire dans ce qu'ils prenaient pour une innocente marche au lavoir, le long des sentiers de la colline qui domine l'étang de Berre, prodiguant des plaisanteries à la belle espagnole et l'encourageant de leurs plus belles chansons. Effectivement, quand vous allez voir le film, soyez attentifs, dès le début du film, le charton apparaît. C'est un élément clé dans le film. On sent déjà qu'au travers du montage que Jean Renoir allait en faire un moment très important. Lors aussi de la construction du personnel de Josefa. Donc dans la réalité, comme nous l'avons appris tout à l'heure, Anna Giuliani a été élevée par son oncle Dominique Cattoni, qui était agriculteur. Elle a aménagé un Martigues avec lui dans une petite propriété agricole. Dans le film, au plan numéro 30, on découvre que Josefa vit avec son oncle Sébastien, qui est lui aussi agriculteur, et elle lui est fort attachée. Si on s'intéresse au personnage d'Albert, dans la réalité, nous pouvons lire dans le procès verbal du commissaire Mortier en date du 18 mars 1930, je cite, « On présente Venturino Giuliani comme très travailleur et très économe. Il conservait sur lui des économies dans son portefeuille qu'il plaçait dans la poche intérieure de son gilet. Cet objet, dont il ne se séparait jamais, était retenu à son cou par une cordelette. D'un caractère ouvert, assez jovial, il répondait lorsqu'on le plaisantait à propos de son argent « Je préfère le porter moi-même que de le laisser manger par ma femme avec d'autres hommes. » On indique qu'il avait une grande confiance en lui, affectait une certaine suffisance et admettait peu la contradiction. Dans le film, au plan numéro 160, Albert dit « Tiens mon argent » et se met à percer devant Josefa et Gaby un trou dans son portefeuille. Il y glisse une ficelle et place ce dernier autour de son cou en disant « Eh bien, venez me le prendre si vous l'osez. Hein » On pressent d'Antony une préparation moins importante que l'action de tournée, comme si l'histoire du film se confondait avec celle de sa fabrication. Un cinéma en liberté qui a été identifié par ceux de la Nouvelle Vague comme la méthode Renoir et qui accentue ici l'aspect documentaire du film. Un drame, un territoire en changement, des paysages contrastés et forts, l'authenticité d'un lieu et de son monde social. Tous ces ingrédients font de Tony de Jean Renoir un film exceptionnel.